Des machines plus intelligentes et plus créatives que les humains prennent le pouvoir sur Terre. Hollywood s'est emparé de cette histoire pour la décliner en de nombreuses variantes au cours des dernières décennies. On est passé de l'assassin cyborg de Terminator venu d'un futur dominé par les ordinateurs, aux intelligences de Matrix qui retiennent toute l'humanité captive d'une réalité virtuelle, puis aux répliquants androïdes qui veulent rencontrer leur créateur. Mais aujourd'hui, un pas de plus est franchi. L'intelligence artificielle est partie à la conquête des studios de cinéma. Elle passe derrière la caméra et personne ne peut l'arrêter. Les comédiens, les scénarios, les figurants, toute la chaîne de production du cinéma qu'on connaît aujourd'hui sera remplacée. À quoi ressemblera le cinéma de demain? Verra-t-on bientôt des machines pensantes tourner toutes seules des scénarios produits par une IA générative? Fera-t-on encore appel à des comédiens et des comédiennes de chair et d'os? Ou seront-ils remplacés par des créatures virtuelles produites par ordinateur, comme ces animations spécialement conçues pour les besoins de ce documentaire? Que restera-t-il de Hollywood, l'usine à rêves, quand les films ne seront plus que des produits synthétiques générés par des algorithmes? Décernera-t-on un jour les Oscars et les Césars à des applications venues du cloud? Now smile. Wider. You're happy. En 2013, le film Le Congrès raconte l'histoire d'une actrice de cinéma qui accepte plus ou moins volontairement d'être entièrement scannée pour être clonée. Chris, I got it. Give me a minute. Okay. Son double numérique aura vocation à la remplacer dans de futures productions. À l'époque, l'idée paraît totalement invraisemblable. Dix ans plus tard, les acteurs de Hollywood font grève pendant des mois pour obtenir un accord sur l'utilisation de l'IA. Les studios voudraient vous scanner. Si vous êtes simple figurant, ils voudraient vous payer une journée de travail et pouvoir ensuite utiliser votre clone sans limite de temps, dans tout type de production et sans votre consentement. Vous pourriez très bien vous retrouver dans un spot de campagne électorale à appeler à voter pour Trump. Il existe un droit à l'image, et il existera peut-être à l'avenir un droit concernant l'utilisation de l'avatar et du profil de voix. Nous sommes en terrain inconnu. Tout reste à définir et, dans certains cas, la loi actuelle est insuffisante. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les producteurs de cinéma peuvent réellement cloner les acteurs et les actrices. Le studio de captation volumétrique de Babelsberg, près de Berlin, est l'un des meilleurs au monde. C'est un studio tout blanc. La personne entre à l'intérieur et on la filme sous tous les angles. On dispose de 42 caméras actuellement. On peut obtenir une résolution de 3000 mégapixels. Cela représente une masse incroyable de données. On enregistre l'équivalent de tous les livres qui existent au monde toutes les 2 ou 3 minutes. Notre réalisateur se prête au jeu. On filme vraiment tous les mouvements en 3D, c'est-à-dire toutes les expressions de la personne et ses moindres mouvements. Ah, c'est vert maintenant. Tu peux arranger ta chemise devant à gauche, là où il y a ta main. Voilà, parce qu'on va te filmer de tous les côtés. Comme ça va? Oui, ça rend mieux. Alors on va commencer. Tu es prêt? Je suis prêt. Super. Alors moteur. Ça tourne. À action.
Toute cette immense masse de données est traitée de manière automatique. Et à la fin, on obtient un personnage 3D. C'est le grand avantage de cette technique. Ça change énormément de choses. Je n'ai plus besoin d'une équipe de 100 personnes pour créer des mimiques et animer le visage d'un personnage. Là, on a tous les gestes réels et authentiques. Merci, coupé. Magnifique, c'était super. Ça avait l'air très naturel. Ça permet de représenter la personne sous toutes les coutures et de la placer dans tout type d'espace ouvert. Ça offre beaucoup de souplesse pour créer et animer des avatars numériques. Voilà, très bien. Regarde en bas, ça rend bien. C'est rigolo, tu l'examines. J'en ajoute un, c'est encore mieux. À Babelsberg, le processus de fabrication d'un double numérique est quasiment industriel et totalement indolore pour la personne scannée. Néanmoins, la plupart des comédiens n'ont guère envie de se soumettre à un tel traitement. Ça rappelle une vision cauchemardesque qu'on trouve dans la littérature fantastique anglaise des XVIIIe et XIXe siècles. C'est comme si quelqu'un nous enlevait notre existence. Ça a quelque chose de kafkaïen. On entre dans une pièce et on découvre qu'on s'y trouve déjà. Tout le monde apprécie notre double. Il fait tout mieux que nous, et plus vite. Et nous, on tombe dans l'oubli. On n'a plus de rémunération, plus de reconnaissance. Pour l'instant, les doubles numériques ne tiennent pas la vedette des films de cinéma. Ils sont cantonnés au rôle de figurants. Quand on a besoin de figurants à l'arrière-plan d'un film, assis sur un banc public ou à une terrasse de café, ou quand on veut peupler le rendu 3D d'un projet d'architecture, on peut utiliser des personnages qu'on achète dans une banque de données. Les figurants ne sont pas les seuls menacés par le progrès technique. Le métier de cascadeur semble également voué à disparaître. Dans une scène avec un incendie ou une explosion, ou sur le bord de l'autoroute, ou dans n'importe quelle situation dangereuse pour les acteurs, on peut choisir un personnage et le placer où on veut. Le champ d'application est immense. On ne voit pas encore les clones d'une star de cinéma se promener librement dans l'ordinateur comme dans le congrès d'Harry Folman. Mais ils peuvent déjà prendre le visage d'une autre star, avec l'aide de l'IA. C'est ainsi que Christopher Reeves, l'acteur de Superman, a ressuscité dans The Flash presque 20 ans après sa mort. Intellectuellement, on sait que cet acteur très emblématique n'est plus en vie et qu'il doit s'agir d'une réplique de lui générée par ordinateur. Mais sur le coup, c'est le cœur qui parle. Et il se réjouit de voir Superman, ce héros de cinéma désormais classique. La même chose s'est passée avec Carrie Fisher dans la saga Star Wars. Nothing's impossible. Nothing's impossible. Après sa mort, on lui a attribué en quelque sorte des scènes, tournées de manière virtuelle, pour donner une fin crédible à son personnage. Et satisfaire les fans de la série. There's so much I want to tell you. Tell me when you get back. Jusqu'à récemment, seuls les studios de cinéma étaient capables de mettre le visage d'une personne sur le corps d'une autre. Aujourd'hui, c'est à la portée du plus grand nombre. Bruce Willis l'a appris à ses dépens. Un publicitaire russe a pour ainsi dire volé son image. Il l'a utilisée dans un spot sans autorisation ni rémunération. C'est ce qu'on appelle un deepfake, une vidéo falsifiée grâce à un trucage hyper réaliste. What's up, Internet? I'm
Sur la plateforme TikTok, l'avatar non autorisé de Tom Cruise relève plutôt de la parodie. Il paraît plus vrai que nature. Yes, Canada. Seriously though, everybody here, very nice. Et il danse. Autre avatar convaincant, celui du chancelier allemand Olaf Scholz. Le groupe d'artistes Zentrum für politische Schönheit lui fait dire ce qu'il veut. Meine Regierung wird zum 5. Todestag von Walter Lübcke beim Bundesverfassungsgericht ein Verbot der Partei Alternative für Deutschland. Le public reconnaît-il ces trucages comme tels ou se fait-il piéger? Cela dépend beaucoup de la génération à laquelle il appartient. Concernant les générateurs d'images, les jeunes sont parfaitement entraînés à discerner le vrai du faux, parce qu'ils utilisent eux-mêmes toutes sortes de filtres au quotidien sur leurs selfies. Ils savent qu'il est très facile de produire des deepfakes. C'est quelque chose dont ils ont conscience du fait qu'ils utilisent TikTok. On peut également utiliser l'IA pour rajeunir le visage d'un acteur. On en trouve un parfait exemple dans le film Indiana Jones et le cadran de la destinée, sorti en 2023. Harrison Ford y paraît 40 ans de moins que son âge réel. Le travail sur le visage est magnifique, mais la cinétique, les mouvements de l'acteur trahissent quand même son âge. C'est lui-même qui joue, et on voit bien qu'il n'a pas le physique et la cinétique d'un homme de 40 ans. Maintenant qu'on sait créer un double numérique d'un acteur ou bien le rajeunir à volonté, on peut être tenté de créer des comédiens virtuels, autrement dit des créatures artificielles, inventées de toutes pièces ou assemblées à partir de différents humains, à la manière d'un Frankenstein. Dans Matrix 4, par exemple, il nous est arrivé de faire des échanges entre les comédiens, d'échanger leur visage ou même de les combiner. On a mélangé 50% du visage d'un comédien et 50% d'un autre. La question du droit à l'image a fini par se poser. Quel comédien détient quel droit? Ça a soulevé beaucoup de questions très intéressantes. Il y a même des prises de vue qu'on n'a pas pu utiliser, parce que ça posait trop de questions juridiques. Ce scénario aussi, Hollywood l'avait prévu. Il y a plus de 20 ans, dans une comédie intitulée Simone. Al Pacino y incarnait un cinéaste qui créait la vedette de son film sur ordinateur en combinant plusieurs grandes actrices américaines. Is this better, Mr. Turansky? Much. Mais ces êtres hybrides, créés par l'intelligence artificielle, sont-ils capables d'émouvoir des spectateurs? Les grands films hollywoodiens auraient-ils eu tant de succès s'ils avaient été tournés avec des acteurs virtuels? On se dit, c'est le propre de l'homme, on ne peut pas produire ça de manière artificielle. Mais si, en fait, ça marche. Le meilleur exemple, c'est Avatar. Des acteurs et des actrices se sont glissés dans une enveloppe numérique à laquelle ils ont donné vie. On sait tous qu'un simple grille-pain peut nous émouvoir quand il est animé et bien mis en scène par Pixar. Le problème, c'est que notre cerveau est tellement entraîné à reconnaître le moindre écart, la moindre variation chez un être humain. Par exemple, quand je parle, la couleur de ma lèvre inférieure et de ma lèvre supérieure change légèrement. Ma circulation sanguine et mon visage se modifient. Et s'il n'y a pas ces variations, on le remarque tout de suite. C'est la théorie dite de la vallée dérangeante. Ça ressemble à un humain, ça se comporte comme un humain, mais on voit qu'il manque quelque chose d'essentiel et ça nous paraît bizarre.
Il y a un site internet très sympathique qui s'appelle This person does not exist. Cette personne n'existe pas. À chaque clic, on génère une photo extrêmement réaliste ou qui donne toutes les apparences de la réalité, même si en fait la personne n'existe pas. Donc on pourra produire un homme ou une femme extrêmement réaliste et même touchant. Ce ne sera pas un problème. La mauvaise nouvelle, en tout cas pour beaucoup de personnes, c'est de se rendre compte que ce qu'on croyait être le propre de l'homme ne l'est peut-être pas finalement. Nous nous trouvons dans une bibliothèque, dans un bâtiment, assis à une table, devant une caméra. La technologie est toujours très humaine, mais souvent nous croyons que l'humain ne peut exister qu'à l'intérieur de nous. Ce n'est pas à Hollywood, ni à Babelsberg, qu'on trouve l'avant-garde de l'intelligence artificielle appliquée au cinéma. Les pionniers du genre sont sur les réseaux sociaux tels que YouTube, Instagram ou TikTok. Je suis née et j'ai grandi à Hong Kong dans les années 1980. C'était l'âge d'or de la ville sur tous les plans, notamment financiers. J'ai grandi dans un bidonville. On n'avait pas grand-chose. On vivait dans la pauvreté. Je m'intéresse beaucoup aux sujets qui touchent la vie chaotique en ville et à la pauvreté. Ça me paraît important pour un artiste de créer quelque chose d'authentique, qui vienne de soi, qui nous touche vraiment. Mes souvenirs personnels sont ma principale source d'inspiration. Je ne pensais pas du tout devenir artiste. Mais ce travail m'a valu beaucoup de compliments et m'a ouvert de nombreuses portes. Des universités de Hong Kong m'ont invité à donner des conférences, ce qui m'a étonnée. Et je ne l'ai pas cherché. Ce qui est vraiment nouveau, ce qui nous plaît tant dans cette notion d'intelligence, ce qui nous attire d'après moi, c'est l'idée que pour la première fois, les ordinateurs peuvent traiter du sens. L'ambiguïté du sens est trop grande pour les machines classiques. Dans l'écriture des programmes informatiques, on utilise souvent la formule « si ceci, alors cela ». Mais quand on essaie de trouver des règles concernant le sens, pour ce qui a trait au symbole, à la reconnaissance des images, à la langue, tout vole en éclats. On a commencé à parler d'intelligence artificielle dans les années 1950. Cette expression désignait alors des supercalculateurs de la taille d'un bâtiment. Aujourd'hui, le terme désigne avant tout des programmes informatiques ou des modèles qu'on peut qualifier d'apprenants, parce qu'ils sont entraînés par des humains pour devenir capables d'analyser des données et de faire un choix de manière autonome. Cela suppose évidemment qu'on alimente le modèle avec de grands corpus de données, pour qu'il puisse apprendre le fonctionnement des mots à partir d'un nombre très élevé de textes représentant des milliards de mots. Je prends un paquet d'images. Je mets d'un côté toutes celles qui représentent un chat et de l'autre toutes celles qui n'en représentent pas. Puis je donne une image de chat au réseau et je vois s'il dit qu'elle représente un chat ou pas. S'il dit oui, je renforce un peu toutes les liaisons qui ont conduit à cette réponse. S'il dit non, je dis non, c'est faux. Et j'affaiblis toutes les liaisons qui ont conduit à cette réponse fausse, très légèrement. Et je ne fais pas ça une fois, mais des millions de fois. L'entraînement d'une intelligence artificielle passe donc par un système de récompense et de punition. On génère le souvenir d'une probabilité qui permettra plus tard à la machine de travailler seule. Bien souvent,
Après la phase d'apprentissage, le programmateur lui-même ne comprend plus ce qui conduit le programme à faire tel ou tel choix. Le programme informatique comprend très peu de choses du monde parce qu'il n'a pas de modèle du monde, comme on dit. C'est le premier problème. Il reproduit des modes de fonctionnement, celui d'une langue, par exemple. Quel mot vient après quel autre? Quel est le mot le plus probable après un autre mot? C'est toute la différence avec l'apprentissage humain. Quand j'apprends, peut-être qu'au début, je reproduis beaucoup. Mais à un moment, je comprends ce que cela signifie. Et je ne reproduis plus parce que j'ai construit mon propre modèle mental que je vais pouvoir utiliser. Parfois, il est faux. On peut dire des choses fausses parce qu'on a mal compris. Mais je construis une compétence que je peux utiliser ensuite librement. Eh bien ça n'arrive pas dans la machine. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative ne se contente pas d'analyser le monde. Elle se fonde sur des milliers, voire des millions d'œuvres créées par des êtres humains, avec lesquelles elle a été entraînée pour produire ou générer du texte, de l'image fixe ou animée, ou de la musique. Pour cela, l'utilisateur doit formuler une requête, autrement dit, donner une commande textuelle, appelée prompt en anglais. Le résultat semble souvent tout droit sorti d'un autre monde. Je suis photographe professionnel à Milan. J'ai commencé à créer des images et des vidéos avec l'IA il y a environ 1 an. Je suis fasciné par les jumeaux. Il y a une dualité entre l'intelligence artificielle et la réalité. Et tout ça se combine très bien. Beaucoup de personnes se disent comme moi, « Waouh, c'est incroyable ». C'est quoi? C'est un nouveau visuel, un nouveau monde. Certains disent que ce type d'œuvre est issu du pillage d'œuvres créées par d'autres artistes. Mais moi aussi, je suis artiste. Je suis photographe depuis 15 ans. Donc mes travaux aussi ont servi à nourrir l'intelligence artificielle. Je pense que l'IA marche comme notre cerveau. L'IA retravaille ce qui est présent. Elle ne se contente pas de faire un copier-coller de ce qu'il y a dans les banques de données. Actuellement, avec une IA générative, on peut créer des images fascinantes, qu'elles soient fixes ou animées. Puis on peut les monter pour réaliser une bande-annonce, un clip vidéo ou un spot publicitaire. Mais on n'arrive pas encore à raconter une histoire cohérente. Il y a une limite très claire à l'heure actuelle. Parce que pour raconter une histoire cohérente, il faut des comédiens et des comédiennes qui comprennent l'univers dont on parle, qui tiennent compte du contexte du rôle et qui donnent vie à leurs personnages. Or, pour l'instant, l'IA n'est pas capable de cela. Beaucoup de vidéos créées avec l'IA représentent des visions cauchemardesques, bizarres, grotesques, dérangeantes. Le modèle de l'intelligence artificielle n'a pas de conception du monde. Cela signifie qu'il fait très souvent des erreurs. On le voit sur les images de mains humaines qui comptent 6 ou 7 doigts au lieu de 5, ou seulement 3. Pour l'instant encore, il y a un effet qui est assez plaisant,
et qui est lié au fait que sur la plupart des photos réelles, les gens sourient. Et donc, quand on produit une animation vidéo par IA, les gens sourient bêtement aussi. On se demande ce qui se passe. C'est un peu le sourire glaçant du Joker. Comme la statistique n'est pas parfaite, elle produit souvent des images qui nous dérangent, parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans notre compréhension du monde. Elles ne font pas sens, elles sont fausses. On voit des choses qui se transforment en autre chose. Ces métamorphoses nous rappellent les films d'horreur. Et plus c'est ressemblant, plus on trouve ça horrible. J'obtiens une représentation du monde qui paraît totalement fausse. Les liens entre les objets ne produisent aucun sens parce que le modèle ne connaît pas les relations entre les objets ou qu'il ne pense pas en ces termes. On voit très bien cet effet dans les films qui sont produits par IA. C'est presque un genre en soi actuellement. J'ai grandi dans les montagnes, donc elles sont très présentes dans mon esprit. Le monde merveilleux de la montagne ne m'a pas laissé les meilleurs souvenirs. L'histoire de Heidi est très connue. Alors j'ai eu envie de m'amuser un peu. Au montage, je n'ai pas retenu les meilleures images, mais plutôt les pires. Et j'ai pu monter cette vidéo en moins d'une journée. Elle est devenue virale, ce qui m'a beaucoup étonné. J'ai comptabilisé plus de 20 millions de vues, rien que sur mes réseaux. C'est la première fois de ma vie que j'obtiens autant de reconnaissance avec si peu de travail. Évidemment, c'est assez dangereux pour quelqu'un comme moi. Les animations créées pour ce film documentaire ont été produites avec des outils d'IA par le vidéaste allemand Fritz Gnad. Aujourd'hui, les limites techniques auxquelles on se heurtait dans de nombreux domaines sont en train de disparaître les unes après les autres. Et ce qui nécessitait autrefois des années de formation est désormais accessible à tous. Je saisis le prompt suivant. Imaginez que vous êtes assis à une table. Un homme, vêtu d'une blouse blanche, tient un chat et regarde une machine robot IA futuriste noire. Un chat cyborg dans un laboratoire de recherche. Ensuite, l'IA mouline, puis elle génère 4 propositions. J'aimerais voir quelques variantes de celle-ci qui me plaît dans l'ensemble. L'homme a une éraflure ici. Comme j'ai parlé de cyborg, je nous ai placés dans le genre de la science-fiction. Et l'IA pense que dans cet univers, les êtres humains ont toujours des blessures. Je n'ai pas dit « je veux exactement ceci ou cela ». Il faut être ouvert aux résultats générés. Ensuite, je peux dire ce que j'aimerais animer. Je choisis le chat. Je pense que le design ou la rédaction de prompts va devenir un métier à part entière. Ce qui est complexe, c'est que la qualité du résultat obtenu dépend de la qualité de la requête. Ça signifie qu'il faut très bien maîtriser le moyen de conduire la machine dans ce recoin de connaissances qui sont les siennes et faire remonter ces connaissances sous une forme nouvelle. Je vois qu'il y a un peu de mouvement dans le chat. J'augmente les mouvements de la caméra. Je suis curieux de voir le résultat.
Je pense que la rédaction de la commande textuelle est une compétence que chaque métier devra intégrer. Comme il a fallu que chacun, dans presque tous les secteurs, apprenne à écrire un email. Écrivain d'email n'est pas devenu un métier. Chaque métier doit apprendre l'ingénierie du prompt. Amidst dreams and codes, I stand at a crossroads. The rabbit hole beckons. Alice au Pays des Merveilles me fascinait quand j'étais enfant. J'ai lu le livre à un âge où je me posais des questions sur la vie. Un jour que j'étais en train de le lire, ma grand-mère faisait une partie de jeux vidéo à côté de moi. Elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Un jour, ces univers deviendront réels. » Cette phrase a fait des étincelles dans mon jeune cerveau. The Queen, hungry for more power over her world, has woven a treacherous web over Wonderland. Now there's tools that allow me to create photorealistic. Ces outils me permettent de créer des images hyper réalistes et de donner vie à mon imagination débridée. J'ai mis 2 ou 3 mois à réaliser cette vidéo, parce que j'avançais petit à petit. J'ai pris le temps d'explorer et de laisser s'exprimer ma curiosité. Je ne voulais pas aller trop vite. Pour moi, Alice est le personnage parfait, parce que le Pays des Merveilles est un pays imaginaire, qu'elle crée dans son esprit, pour s'évader de la réalité. Ça va révolutionner la manière de faire des films, ou du moins le champ des possibles. On pourra voir des films incroyables et des histoires merveilleuses produites dans les pays du tiers-monde. Visuellement, ils seront sur un pied d'égalité avec certaines productions de Hollywood, d'A24 ou de HBO. Sun Spring est un court-métrage dont le scénario a été entièrement écrit par une IA. Il a été présenté lors d'un festival en 2016. You should see the boy and shut up. I was the one who was going to be 100 years old. I saw him again. The way you were sent to me. That was a big, honest idea. Le résultat est un mauvais film de science-fiction avec des dialogues sans queue ni tête. Well, I have to go to the skull. I don't know. Et des scènes surréalistes, comme celle-ci. 8 ans plus tard, les scénarios produits par l'intelligence artificielle restent largement inexploitables. Dans le meilleur des cas, ils sont le prétexte à réaliser un film expérimental décalé. On touche là aux limites même de l'IA. On ne peut donc pas s'attendre à une amélioration prochaine. Quand je lis attentivement ces scénarios, je vois qu'ils sont bourrés de clichés. Les intelligences artificielles sont des machines à générer des clichés. On nous promettait des machines capables de créer des contenus d'une qualité correcte. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est jamais réalisé. Les modèles de langage ont lu des milliards de textes et donnent toujours comme résultat la moyenne de ce qu'ils ont lu. Quand on leur demande une histoire policière, ils prennent comme modèle l'histoire policière la plus typique, avec les personnages les plus stéréotypés. D'où la banalité et le caractère assommant du texte qui répond à ce prompt. I don't know what you're talking about. That's right.
Bien sûr, je peux essayer de générer de nouveaux épisodes d'une série télé à succès comme Seinfeld à partir des épisodes existants. Si j'y passe suffisamment de temps, j'arriverai peut-être à bricoler quelque chose qui ressemblera à un épisode de la série parce qu'il en aura les qualités apparentes. L'intelligence artificielle émule certaines structures. On va peut-être obtenir quelques scènes ou des personnages ressemblants, mais ça n'aura pas de sens. Si l'intelligence artificielle n'est pas encore capable d'écrire des scénarios de films, elle peut déjà, en revanche, apprendre à analyser et à juger des scénarios écrits par des humains. On a fourni un scénario à une IA, puis on lui a demandé de créer un tableau avec les différentes scènes du scénario et de noter les sentiments du personnage principal dans chaque scène, de -10 à +10. Le résultat n'était pas mal du tout. Ensuite, j'ai demandé à l'IA, explique-moi pourquoi le personnage principal a une note de bonheur de 10 dans la scène 96. Et l'explication était parfaite. On en a déduit que l'IA avait vraiment compris l'intrigue, le personnage et tout le contexte de cette scène. L'explication fournie n'était pas un simple résumé des informations contenues dans le scénario. On ne pouvait la formuler que quand on avait vraiment compris l'histoire. Et on a obtenu tout ça en quelques minutes seulement. On pourrait donc dire qu'à l'heure actuelle, l'IA générative menace moins les scénaristes que les métiers de lecteur de scénario et de conseiller scénaristique. Il est fort possible que sa contribution n'aille jamais bien au-delà, car pour écrire une histoire, il lui manque quelque chose d'essentiel. Si on regarde le récit ou le conte comme un instrument qui a permis à l'humanité d'évoluer, de progresser, de se développer et d'assurer sa survie, alors c'est la forme d'expression la plus humaine qui soit. Ce besoin de transmettre à d'autres une information sous la forme d'une représentation sensible, d'une histoire, et le désir de les émouvoir ou de les aider, voilà ce qui manque évidemment dans toute forme d'histoire, entre guillemets, générée par l'IA. Le sushi est tout petit, mais il représente tout un art et une culture. On le mange et quelques secondes après, il n'y en a plus. Pourtant, on passe du temps à le confectionner. Pour moi, c'est un symbole d'optimisme. Le mot auntie ou tante désigne généralement une vieille dame pleine de ressources, très vieux jeu, respectueuse des règles et qui a un avis sur tout, ce qui est très agaçant. Dans le conte Nice Aunties, qu'on pourrait traduire par Gentil Tati, je témoigne en quelque sorte de cette frange de la population. Dans la communauté des artistes IA, les gens sont très optimistes, très solidaires et généreux. On s'encourage les uns les autres. Je n'ai jamais vu une telle entraide dans le milieu de la création, jusqu'à ce que je rencontre cette communauté. Je vis à Singapour et je travaille dans le secteur de l'architecture. Le comédien anglais Stephen Fry a enregistré la série Harry Potter en livre audio. Récemment, il a découvert que sa voix avait été utilisée sans son autorisation pour un documentaire. La société qui a produit le documentaire a utilisé une intelligence artificielle pour dupliquer la voix du comédien à partir des livres audio. Puis elle s'en est servie pour enregistrer la narration du film. Le comédien n'a rien pu faire, car il n'existe pas de droit à la voix, comme il existe un droit à l'image.
Nous avons demandé une entrevue à Stephen Fry. Bonjour, Monsieur Fry. Thank you so much for letting me be a guest on this Arte documentary and talk about this incredible story. So I saw this documentary movie and the narrator voice was definitely my own voice. Monsieur Fry, Arte est une chaîne franco-allemande. Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit en allemand et en français, s'il vous plaît? Sehr gerne, avec grand plaisir. Vielen Dank, dass ich in dieser Arte-Dokumentation zu Gast sein und über diese unglaubliche Geschichte sprechen darf. Merci de me permettre d'être l'invité de ce documentaire d'Arte et de parler de cette histoire incroyable. Bon, c'est vrai, nous avons un peu triché. Nous aussi, nous avons volé la voix de Stephen Fry. Vous venez de voir un deepfake. On voit ici l'analyse de la gestuelle et des mouvements du visage qui est en cours. Ensuite, on pourra l'associer au fichier audio qu'on a généré. Now we're stuck on this stupid tower in the middle of nowhere. And I don't blame you. Faire parler un comédien ou une comédienne dans toutes les langues du monde. C'est une voie explorée actuellement par plusieurs laboratoires de recherche en informatique. And it's all my fault. Ce qui inquiète tout naturellement les comédiens et les comédiennes de doublage. Super. Un rien plus ferme? Wow, den Geschmack hast du perfekt hinbekommen. Ich wusste, dass mir dein Verstand gefällt. Oh. Durch das Aufkommen von künstlicher Intelligenz. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il devient possible de manipuler l'image et de modifier les mouvements des lèvres des acteurs à l'écran. Ça ouvre de toutes nouvelles perspectives. Les producteurs américains, surtout, voudraient n'avoir qu'à appuyer sur un bouton pour traduire et localiser n'importe quel film, dans le maximum de langues possibles. On a l'impression que leur vœu est peut-être sur le point de se réaliser. Ich putze nicht. Ich habe Erfahrung als Wache. Ist der Wachjob schon... Entschuldige. Ist der Wachjob schon besetzt? Nee, ich mach nochmal, das war alles gut. Est-on en train d'assister à la fin du doublage au sens classique du terme? Verra-t-on bientôt les producteurs américains livrer eux-mêmes toutes les versions linguistiques possibles de leurs films? Le métier de comédien de doublage est-il sur le point de disparaître? Je ne peux pas l'imaginer. Tout simplement parce que je ne veux pas que ça arrive. Je n'ai pas envie que ça se produise. J'ai envie de continuer. Et j'ai envie d'être émue par de vrais gens, pas par des machines. Quand quelqu'un s'exprime, il y a une infinité de tons possibles. Même sans la gestuelle, on sait tout de suite sur quel ton la personne parle. Ça peut être sarcastique, par exemple. L'IA en est encore incapable. Elle peut juste reproduire un mélange d'informations qui existe déjà. À dire vrai, mon espoir, c'est ça. Qu'on ne puisse pas remplacer les humains parce qu'ils sont uniques. Je n'aurais jamais cru qu'on en arriverait là. Je ne sais pas... À mon âge, j'ai 55 ans. Je n'ai pas 36 possibilités. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je suis censée faire? Je ne sais rien faire d'autre. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. On ne peut plus se rendre compte aujourd'hui de ce que l'arrivée de la photographie a représenté. C'est devenu un moyen d'expression de masse qui a totalement éclipsé la peinture, qui occupait jusqu'alors une place éminente depuis des siècles. Or, c'est exactement la même chose qui est en train de se produire. Un autre exemple, ce sont les orchestres qui accompagnaient autrefois le cinéma muet. Ils ont évidemment complètement disparu avec le cinéma parlant. Après des mois de grève, le syndicat de comédiens et les studios de cinéma de Hollywood ont trouvé un accord pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle.
les comédiens d'un film ne pourront pas être clonés sans une mention expresse dans leur contrat. Combien de temps cet accord durera-t-il? Et sera-t-il suffisant? Seul le temps le dira. Je suis de Nice. J'étais mère au foyer quand j'ai découvert l'IA. Maintenant, je suis artiste à 100%. Artiste IA. J'ai un agent à Londres et un autre à Paris. Il me trouve des commandes. Ouh là là. Meat is murder. Meat is murder. L'IA, c'est fantastique. C'est comme un outil qui permet d'explorer le subconscient de l'humanité, peut-être. C'est aussi super de simuler des souvenirs. Les souvenirs sont un peu flous et bizarres. L'IA est parfaite pour ça. Oh, yeah. Wow. Really tasty. J'utilise le fait qu'on peut générer des images réalistes avec l'IA. Mais c'est aussi pour générer des choses qui n'existent pas dans la réalité. C'est de l'absurde réaliste. Les outils disponibles sont super, mais ils sont encore très capricieux. On ne peut pas vraiment obtenir ce qu'on veut. C'est difficile d'avoir les mêmes personnages, d'avoir une cohérence des personnages. C'est encore comme de travailler avec un petit enfant. Il faut sans cesse s'adapter. Je veux ça, tu ne veux pas me le donner? Bon, dans ce cas, je vais faire avec ce que j'ai. J'entre un prompt dans l'ordinateur et il en sort une image. Il n'y a là aucun processus créatif qui soit fructueux d'une manière ou d'une autre et qui me fait avancer. Il y a juste un output. Évidemment, sur le plan économique, c'est pareil. J'obtiens une image dans un cas comme dans l'autre. Mais ce qu'on aime dans l'art, la culture et les contenus médiatiques, ce n'est pas seulement le produit en lui-même, c'est beaucoup plus que cela. L'art a toujours une dimension sociale. C'est toujours une confrontation avec un autre qui veut me dire quelque chose. Un art sans artiste est un art vide en définitive. Ça ne nous parle pas, tout simplement. Quelque part, ça rappelle Prométhée. On s'insurge. Ce n'est pas juste. L'IA peut avaler 50 romans policiers en un rien de temps. Moi, en tant qu'être humain, il me faut peut-être une année pour lire ces 50 polars, cultiver un certain goût, travailler mon style et finalement générer, produire une œuvre qui n'existait pas auparavant, même si j'ai 50 romans policiers en tête. Et soudain, voilà qu'une machine fait tout cela à grande vitesse. Cela fait économiser du temps et de l'argent à tous, du moins en théorie. Beaucoup d'auteurs et d'artistes disent « c'est illégal, on alimente ces machines avec toutes les œuvres possibles et imaginables, il n'y a pas de travail créatif, la machine se contente de copier ». C'est vrai sur un plan technique. L'IA ne fait que copier. Le contre-argument des sociétés d'IA, c'est de dire que les humains font pareil. Vous aussi, vous avez lu des livres. Quand on regarde votre style, on peut voir les œuvres que vous avez lues parce qu'elles vous ont influencé. Sur un plan très superficiel, c'est effectivement équivalent. Dans les deux cas, dans les deux systèmes, on entre des données extérieures qui auront une influence sur ce qui sortira. La première grande différence, c'est que les humains ne sont pas des moyens de production. Je sais qu'on parle de ressources humaines, mais les humains sont la finalité.
la raison pour laquelle on a fait tout cela. La promesse au début, c'était « on automatise les tâches pénibles pour que les humains puissent se concentrer sur les tâches créatives ». Maintenant, on automatise les tâches créatives et c'est à nous de gérer les déchets. Voilà le monde dans lequel on vit. Quelque part, c'est tragique. On nous a promis un avenir meilleur pendant des générations. La croissance est douloureuse pour l'instant, mais à la fin, tout ira bien et on aura moins besoin de travailler. Sauf que rien de cela n'est arrivé. Ce qu'on verra prochainement, c'est que tout un tas de métiers vont évoluer en l'espace d'une génération. Tout le monde ne pourra pas faire une reconversion. Certains ne pourront pas continuer à exercer le même métier. On ne pourra pas faire l'économie d'un débat sur le partage de ces moyens, de ces biens et services créés par les machines. Il faudra un partage équitable entre tous, y compris ceux qui ne travaillent plus ou plus autant. Je sais que le concept de revenu universel paraît parfois relever d'un romantisme de gauche, mais très franchement, je crois qu'on n'aura pas d'autre choix. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cinéma soulève beaucoup de questions et un besoin de clarification, à la fois juridique, éthique et sociétale. L'IA sera-t-elle un outil au service des artistes et des auteurs ou les mettra-t-elle au chômage? Les sociétés d'intelligence artificielle devront-elles rémunérer les auteurs des textes, des images et des musiques utilisées pour entraîner leurs machines? Et surtout, l'intelligence artificielle sera-t-elle au service du plus grand nombre ou seulement d'une poignée de multinationales comme c'est souvent le cas? L'avenir le dira.